Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Miss HK Conseil. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour découvrir un nouveau sujet. Allez, c'est parti, on y va! Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet, nous allons parler des familles recomposées. Nous allons voir un petit peu tout ça dans les détails et on va commencer par l'arrivée du nouveau conjoint dans la famille. Alors, il faut savoir que l'enfant a besoin de temps pour accepter de créer un lien avec un adulte, surtout lorsqu'il s'agit du conjoint de son parent. Alors avant d'accueillir celui-ci à la maison à plein temps, il faut déjà en parler longuement avec l'enfant, savoir ce qu'il en pense, quels sont ses a priori, quelles sont ses inquiétudes. S'il n'a pas à décider de la vie privée de ses parents, l'enfant est concerné par les changements familiaux. Et ses sentiments, c'est-à-dire sa appréhension, rejet, doivent être écoutés. Alors la rencontre avec le nouveau conjoint ne doit jamais être le fruit d'un hasard arrangé. Elle doit être assumée et revêtir un côté officiel car elle permet la conclusion de discussions et trace un nouveau cadre pour l'enfant. Il va de soi que le choix des circonstances doit mettre tout le monde à l'aise, c'est-à-dire repas, sorties, etc. À commencer par le futur beau-parent, car c'est d'abord de lui que dépendra l'envie de l'enfant de s'investir dans cette nouvelle relation. On le présentera comme l'ami de maman, l'ami de papa. L'enfant ne doit pas se sentir obligé de l'accepter immédiatement en tant que beau-parent. On évitera de le questionner sur sa première impression en lui disant « alors tu le ou tu la trouves sympa ». Il faut laisser à l'enfant l'espace et le temps pour développer un rapport d'individu à individu avec son futur beau-parent. Alors maintenant, quelle est la place du beau-parent dans cette nouvelle famille? En fait, pour se structurer, l'enfant a besoin de comprendre que son beau-parent n'est pas un copain ou un égal, mais un adulte sur lequel il peut compter et à qui, en échange, il doit respect et obéissance. Le beau-parent a un rôle éducatif et, au minimum, le devoir d'autorité et de protection, sans pour autant se substituer au père ou à la mère. Dans cette relation, qui dépendra de ce qu'il se sent prêt à investir et de ce que l'enfant a besoin de trouver auprès de lui. Le rôle du parent présent est décisif. Il doit aider son conjoint à prendre sa place dans la famille en le responsabilisant et en lui laissant des initiatives en matière de vie familiale. Alors maintenant, comment le beau-parent doit se faire appeler? Alors évidemment, l'appellation papa ou maman n'est pas souhaitable, surtout si le vrai papa ou la vraie maman participe à l'éducation de l'enfant. Se faire appeler par son prénom est la pratique la plus courante. Si elle facilite la relation au début, cette pratique est ambivalente. Pourquoi? Parce qu'elle ne permet pas de nommer explicitement les places respectives de chacun et ne pose pas clairement les limites entre l'enfant et l'adulte. Il est donc essentiel que le beau-parent ne joue pas au copain avec l'enfant et que sa place d'adulte soit clairement signifiée par des responsabilités précises. Alors il faut parfois accepter le surnom choisi par l'enfant. Il a l'avantage de marquer à la fois le statut particulier de cet adulte-là et d'être porteur d'une charge affective qui crée du lien. Alors maintenant, comment être un parent juste ? Alors, doit-on traiter son enfant et celui de l'autre de la même façon? Tout le monde est confronté à cette question. Alors, s'il faut veiller à ne privilégier personne, on ne peut nier qu'il existe une différence entre la relation à son propre enfant et à celui de l'autre. Admettre cette réalité, c'est déjà se donner les moyens d'être un parent juste. Comme dans une famille traditionnelle, il s'agit d'accepter que l'on considère chaque enfant de façon différente. C'est toujours une relation singulière qui se construit entre deux personnes. L'important est d'être attentif aux éventuelles inquiétudes de l'enfant, du conjoint et d'en parler avec lui pour le rassurer. Alors souvent, il pense qu'il ne mérite pas d'être aimé de la même façon par les adultes avec qui il vit. A contrario, il faut faire attention à ne pas être moins exigeant avec l'enfant de l'autre sous prétexte que l'on n'est ni son père ni sa mère. Aucun enfant n'y trouve son compte. L'un se sentira délaissé et l'autre harcelé. Des rendez-vous en tête-à-tête avec son enfant permettent de lui montrer que son statut n'est pas menacé et de préserver une intimité.
Maintenant, nous allons voir ensemble quelles sont les divergences dans l'éducation. Alors, les règles concernant la vie commune doivent être énoncées clairement et respectées par tous, même si les enfants ne partagent le même toit que le week-end. Rien de pire que des parents qui se contredisent devant les enfants. Ceux-ci le ressentent et, de toute façon, utilisent les failles. Alors maintenant, si des désaccords inévitables apparaissent, il faut savoir laisser passer sur l'instant avant d'en reparler en tête-à-tête pour se mettre d'accord sur la règle à suivre. Enfin, dans les familles recomposées, plus que dans les autres, il est nécessaire d'inventer des rites, c'est-à-dire fêtes, discussions, sorties, etc., car ils permettent de tisser collectivement une culture familiale. Maintenant, on va parler des conflits et comment gérer les conflits. Alors, l'enfant n'est pas toujours prêt à admettre l'autorité de son beau-parent, d'où la nécessité que le parent le légitime. Par exemple, en lui disant « Oui, tu dois faire tes devoirs le soir, Paul a raison » ou « Non, tu ne dois pas sortir après telle heure, je suis d'accord avec Marie », etc., etc. Si le conflit dure, plutôt que s'acharner, mieux vaut d'abord en référer au père ou à la mère qui interviendra, puis lever le pied pendant quelque temps. Peut-être que ni le beau-parent ni l'enfant ne se sentent prêts à entrer pleinement dans une relation parentale. Si l'enfant adopte une attitude de refus systématique à l'égard du beau-parent, chercher à acheter sa sympathie ne fera qu'aggraver les choses. Même si ce n'est pas simple tous les jours, on doit laisser l'enfant vivre et exprimer son agressivité et lui dire que l'on comprend que la situation n'est pas facile pour lui. Mais poser des limites est indispensable. Il est hors de question, par exemple, d'accepter des comportements violents. Le beau-parent devra éviter de se plaindre à son conjoint, ce qui renforcerait l'hostilité de l'enfant et placerait le parent en position d'arbitre. Enfin, s'il faut toujours être deux à rappeler la loi, faire systématiquement bloc contre l'enfant n'arrange rien. Il doit sentir qu'il garde un lien privilégié avec son père ou sa mère. Alors maintenant, on va voir quelles sont les relations entre le nouveau et l'ex. Alors, il est important d'informer son ex de l'arrivée du nouveau compagnon ou de la nouvelle compagne dans la famille. Alors, il ou elle est en droit de savoir auprès de qui son enfant va grandir. Et il ou elle sera moins tenté de jouer les espions en se servant de l'enfant. Mais alors, inutile de faire semblant de s'aimer car cela déroute parfois l'enfant. Si tout le monde s'entend si bien, pourquoi ne pas vivre sous le même toit ? Ce qui ne signifie pas que les conflits soient souhaitables, d'autant que l'enfant en devient vite l'objet central. Des jours de garde que l'on se dispute, des projets de vacances que l'on annule, etc., etc. Autant de règlements de comptes dont il est la première victime. Alors les critiques de l'ex à l'égard du beau-parent et inversement sont très perturbantes pour l'enfant car dévaloriser ces adultes qui le construisent et ou auprès desquels il grandit, c'est dévaloriser une partie de lui-même. Pris dans un conflit de loyauté, il risque de s'interdire une relation avec le beau-parent par crainte de trahir son père ou sa mère absent. Essayez d'avoir des relations civilisées est le minimum à exiger de part et d'autre. Mais cela n'est possible que si le couple originel a su régler ses conflits et que tout le monde admet la place de chacun dans l'éducation de l'enfant. Soit son ex, mais également l'autre conjoint. Le bien-être de l'enfant doit passer avant l'orgueil d'un parent ou les rancœurs d'un ex. Maintenant, on va parler de l'organisation dans la maison. Alors, l'idéal est que chaque enfant ait sa propre chambre ou au moins qu'il y ait une chambre réservée aux enfants en visite le week-end. Dans la réalité, les enfants sont souvent amenés à devoir partager leur chambre. Entre très jeunes enfants, ce partage favorise une vraie complicité. Mais dans tous les cas, il est préférable de leur demander leur avis. La condition sine qua non reste que chacun se sente respecté dans son lieu de vie, à commencer par ceux qui résident le plus souvent dans la maison. Un paravent ou un rideau pour séparer une même pièce peut suffire pour permettre à chacun d'avoir un minimum d'intimité et que tout le monde se sente chez soi. Maintenant, nous allons parler de la nouvelle fratrie. Alors, dans toutes les familles, on a des affinités ou pas avec une sœur ou un frère. L'amour n'est pas une obligation. Pourquoi demander aux enfants des familles recomposées d'en faire plus ? La règle d'or est le respect de chacun. C'est en s'efforçant d'être un parent juste à l'écoute de chaque enfant, notamment en cas de conflit, que l'on créera les conditions d'une bonne entente entre eux. Maintenant, on va parler de l'accueil de l'enfant en visite. C'est-à-dire qu'il est difficile pour l'enfant qui vient chez son parent le week-end de voir celui-ci s'occuper à plein temps des enfants d'un autre. La jalousie est presque inévitable. Le parent doit tout faire pour que l'enfant ne se sente pas de trop ou un simple visiteur.
Il sera sensible au fait que sa venue est attendue et préparée. Toute la famille peut par exemple sortir ensemble à chacune de ses visites, mais il est aussi important de privilégier au cours du week-end un vrai moment de tête à tête. Un repas au restaurant peut devenir un rituel où l'on discute de ses études, de ses loisirs, de ses soucis, etc. Bref, il doit savoir qu'il reste avant tout l'enfant de son père ou de sa mère, même s'ils ne partagent pas leur quotidien. Maintenant, on va voir un dernier point qui est la venue d'un bébé dans le nouveau couple. Alors pour l'enfant, cette naissance vient confirmer l'union entre son parent et le conjoint de celui-ci. Parce qu'elle soude la nouvelle famille, elle est généralement bien acceptée. Elle rassure des enfants fragilisés par l'éclatement d'une première famille et qui ont peur de revivre la situation. Tous les enfants craignent d'être délaissés au profit d'un petit nouveau. C'est pourquoi ils doivent pouvoir exprimer leurs inquiétudes avant d'être rassurés. Ils pourront à leur rythme envisager cette naissance comme une nouvelle pièce unique dans le puzzle familial. Voilà, si maintenant je devais conclure par rapport à tout ce que j'ai dit, alors à la différence de ce qu'on voit à la télévision, dans les médias, etc., les familles recomposées, comme vous l'avez lu, c'est assez difficile, c'est pas tout rose comme on le voit dans la télévision ou dans les médias. La règle d'or à tirer de tout ça, s'il y en avait une seule, c'est le temps. Il faut laisser vraiment du temps au temps. Maintenant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez vécu cette situation, si vous êtes en train de vivre une situation, cette expérience de famille recomposée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas également à liker et à partager. Je vous remercie pour avoir regardé ma vidéo. Je remercie également particulièrement mes abonnés. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté HK, n'hésitez pas. Faites le premier pas. Abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.